Bonjour. Bonjour à tous les participants, bonjour aux intervenantes qui sont ici présentes. Donc, je suis Sylvie Parignel-Emano, je suis PU au CNAM, Conservatoire national des arts et métiers, et chercheur au DICEN-IDF, dispositif, l'acronyme signifie Dispositif d'information et de communication à l'ère numérique. Île-de-France. Je travaille en collaboration avec Pascal Delisle, qui est ici présente et qui est chef de projet en santé environnementale à la PHP. Elle développera un peu plus longuement. Donc, nous sommes là dans le cadre d'un programme de recherche-action qui est financé par l'ARS Île-de-France. Au passage, nous remercions Nicolas Herbreteau, qui est responsable de la santé environnementale dans l'ARS Île-de-France. Et ce programme de recherche-action est porté par le laboratoire DICEN-IDF. Et le terrain de recherche reste pour l'instant encore la PHP, mais vous verrez que l'objectif est de l'étendre un peu plus. Et donc, nous travaillons avec l'appui de soignantes, là en l'occurrence, chercheurs. Elles sont toutes chercheurs et notamment, là aussi, un grand remerciement à Myriam Coel qui nous accompagne depuis 3-4 ans maintenant, Pascal Delisle et moi-même, c'est-à-dire depuis le début de cette recherche-action. Donc, ma présence dans ce programme et le fait qu'un laboratoire en sciences humaines et sociales, et notamment en information et communication, porte le projet de recherche, signifie bien à quel point les sciences humaines et sociales ont une place prépondérante désormais dans la santé environnementale. Dans notre laboratoire, d'ailleurs, nous avons créé un groupe de recherche qui s'appelle ProRéter et qui signifie protection, résilience, territoire. On voit aussi que dans la santé environnementale, cette notion de territoire peut aussi avoir une réelle importance. Donc, nous pouvons encore constater combien les attitudes, les comportements, les actions des gens, de tout le monde, des patients, qu'on soit patient ou pas, restent conditionnés aux opinions et aux opinions de chacun, et pas nécessairement et directement aux données scientifiques. Alors ces opinions, bien sûr, elles sont susceptibles d'entraver toute prise en charge médicale. Ça ne concerne pas seulement le domaine de la fertilité, mais toute prise en charge médicale. Là, en l'occurrence, pour notre webinaire notamment, elle concerne la fertilité et plus généralement la sphère gynécologique corrélée à la santé environnementale. Alors, d'où l'importance de travailler spécifiquement sur les informations en santé environnementale et la façon dont elles circulent. Par exemple, on pourra dire que toutes les transmissions de type militante sont susceptibles de nuire. Nous sommes là, nous, dans le cadre d'une recherche, et donc nous voulons objective, puisque nous sommes un groupe de femmes, notamment par rapport à des données qu'on a actuellement. On pourra nous objecter que cette actualité des données pourrait être remise en question. Certes, mais c'est comme ça que les données progressent. Elles progressent en précision. Et donc, c'est ce sur quoi nous nous arrêterons. Et donc, la façon, pas seulement les informations, mais la façon dont elles circulent, c'est-à-dire la communication, c'est-à-dire les échanges, et les échanges de façon publique et de façon plus restreinte, là en l'occurrence dans le programme de recherche, c'est-à-dire comment nous partageons ces informations. Voilà, ça sera très globalement l'objet de ce webinaire. J'y reviendrai un tout petit peu plus précisément dans mon intervention. Voilà, Pascal, je vous laisse la parole. Voilà, mais sans plus attendre, je propose que nous écoutions Nathalie Sermondade, qui est praticienne hospitalière et biologiste de la reproduction à l'hôpital Tenon. Donc Nathalie, tu as la parole. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Alors, merci beaucoup pour l'organisation de ce webinaire et merci beaucoup de vous être inscrits aussi nombreuses et aussi nombreux. Et donc, on va parler de facteurs environnementaux et de fertilité. Le concept moderne de santé environnementale a été défini par l'OMS notamment, et il a pris forme dans les années 50-60 avec des catastrophes environnementales, comme par exemple la pollution au mercure à Minamata au Japon. Et puis là, maintenant, au XXIe siècle, on a aussi des préoccupations climatiques et environnementales sur l'impact des polluants, etc. Et ces préoccupations ont renforcé l'intérêt pour l'étude du lien entre environnement et santé. Alors, quelles sont ces expositions environnementales?
les premières expositions auxquelles vous pensez, c'est les perturbateurs endocriniens qui sont très médiatisés. Donc les perturbateurs endocriniens, il y a une définition précise qui a été définie donc, en 2002 par l'OMS. Et c'est des substances chimiques qui sont soit d'origine naturelle, soit synthétique. On n'oublie pas qu'il y a des substances naturelles qui peuvent être des perturbateurs endocriniens, qui vont interférer avec le système hormonal, avec différents mécanismes. Et en fait, l'Agence européenne du produit chimique estime qu'il y a environ 1500 substances qui sont suspectées ou identifiées comme étant vraiment des perturbateurs endocriniens. Alors, ils sont extrêmement médiatisés, vous en avez tous entendu parler, parce qu'il y a des enjeux sanitaires, environnementaux et scientifiques qui sont vraiment majeurs et qui sont soulevés par eux. Les sources d'exposition aux perturbateurs endocriniens, vous allez le voir, sont multiples. Et si on devait résumer en une phrase, on pourrait dire qu'il y en a quasiment partout. Donc, ils sont présents dans les produits de consommation courante. Et l'étude Esteban, qui est une étude de santé publique française, a notamment montré qu'on avait une imprégnation généralisée du sang, mais aussi des autres fluides corporels, humains donc, par au moins 6 familles de perturbateurs endocriniens. Ce qui est compliqué dans les études notamment, c'est que ces molécules, elles peuvent être présentes à des concentrations faibles, sans grand impact a priori, mais il y a aussi un effet cumulatif, voire un effet qu'on appelle cocktail, qui est un effet synergique parce que les facteurs négatifs vont agir en combinaison, même si chacun d'entre eux est en dessous de la zone qui est considérée comme toxique. Et maintenant, donc, les chercheurs, en général, ils parlent souvent de ce qu'on appelle l'exposome, qui va prendre en compte l'ensemble des expositions aux différentes molécules polluantes potentiellement, mais aussi tout au long de la vie. Donc, c'est vraiment l'ensemble des expositions que subit un organisme tout au long de sa vie. Alors, même si les niveaux de preuve sont très variables selon les molécules, maintenant on a de très nombreuses études qui soulignent l'impact de certaines expositions environnementales sur la santé, avec un lien avec des troubles métaboliques, avec des pathologies thyroïdiennes, avec certains cancers, des troubles du neurodéveloppement, et ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, les troubles de la santé reproductive. Alors, on va commencer par le volet masculin, et puis vous verrez que le volet féminin sera aussi abordé dans un deuxième temps par Myriam Cohen. Alors, est-ce que vous savez, peut-être que vous ne savez pas ça, mais depuis 50 ans, le nombre moyen de spermatozoïdes a été divisé par 2. Et le journal Le Monde, à l'époque, avait illustré cette information en ajoutant le spermatozoïde aux espèces en voie d'extinction, comme vous voyez là, à côté du rhinocéros, de l'abeille, etc. Et effectivement, l'étude qui avait mené à cette une du Monde, c'est celle-ci qui avait mis en évidence un déclin de la numération spermatique sur tous les continents et qui s'était même accéléré au XXIe siècle par rapport au XXe siècle. Alors, les raisons de ce déclin sont probablement multiples et complexes, mais il y a au moins 2 grands coupables qui sont suspectés. Ce sont les modes de vie non optimaux et probablement les expositions environnementales, on y revient. Alors effectivement, globalement, pour la fonction de reproduction masculine, les perturbateurs endocriniens vont avoir des actions anti-androgéniques ou œstrogènes-like, ou les deux. Et donc il y a de très nombreux perturbateurs endocriniens qui sont suspectés comme ayant ou bien formellement démontrés comme ayant des impacts sur la fertilité masculine. Donc il y a plusieurs grandes familles, on va les revoir en détail dans les diapositives qui arrivent. Et ce qui est compliqué, et un peu délicat, c'est qu'ils présentent souvent des demi-vies longues, avec donc une possibilité de persistance dans l'environnement pendant plusieurs années, y compris après un arrêt d'utilisation, par exemple suite à une interdiction d'utilisation, etc. Alors on va commencer par la grande famille des phénols. Donc les phénols, c'est les bisphénols. Là aussi, vous en avez probablement tous entendu parler, notamment du bisphénol A, mais aussi les parabènes, pareil, probablement vous en avez entendu parler, mais aussi le triclosan, etc. Donc ces molécules, elles sont présentes dans des produits de consommation courante, donc des polymères synthétiques, des produits dentaires, des conservateurs, des stabilisateurs de conservation dans les agents cosmétiques, etc. Et les données expérimentales, notamment animales, indiquent que ces phénols ont des propriétés œstrogéniques et anti-androgéniques, et finalement qui vont conduire à des altérations de la production de testostérone dans des niveaux anormaux de testostérone trop bas, une diminution de la production de spermatozoïdes et des anomalies de l'ADN des spermatozoïdes, c'est-à-dire qu'il va y avoir l'ADN qui est à l'intérieur du spermatozoïde risque d'être cassé à différents endroits du fait de cette exposition.
Chez l'homme, les résultats sont un peu plus hétérogènes, mais ce qui a été quand même souligné, c'est une altération de la stéroïdogénèse, donc des altérations des niveaux hormonaux, mais aussi de la spermatogénèse. Deuxième grande famille, c'est la famille des phtalates. Donc les phtalates, là aussi, sont présents dans des produits de consommation courante, notamment tout ce qui est plastique et emballage, alimentaire notamment. Et dans les données expérimentales, des propriétés anti-androgéniques ont été démontrées. Et là aussi, ils vont altérer la production de testostérone du fait de ces propriétés. Mais plus embêtant, on a aussi des anomalies du développement du tractus génital masculin qui ont été mises en évidence. Et effectivement, chez l'homme, des publications soulignent une association entre exposition aux phtalates et altération hormonale et ou spermatique chez l'adulte, mais aussi avec des troubles du développement reproducteur chez des garçons qui auraient été exposés in utero. Troisième grande famille, les pesticides. Donc, il y a une exposition généralisée aux pesticides, principalement via l'alimentation, notamment avec la consommation de fruits et légumes. Et en fait, des résidus de pesticides sont détectés chez quasiment tout le monde. Et donc, il y a différentes sous-familles de pesticides, évidemment, donc les organophosphorés, les pyréthroïdes, les herbicides, etc. Et dans les données expérimentales, il a été mis en évidence une association entre ces expositions et la présence de stress oxydatif, de perturbations hormonales et là aussi de modification de l'ADN spermatique avec des cassures, notamment. Chez l'homme, ce qu'on sait, c'est qu'une exposition professionnelle et environnementale aux pesticides a été associée à une diminution de la qualité des paramètres spermatiques, à des déséquilibres hormonaux et à des dommages à l'ADN spermatique. Et certaines études ont suggéré également un effet délétère des fruits et légumes riches en pesticides, en résidus de pesticides en tout cas, sur les paramètres spermatiques. Ensuite, on va parler des PFAS. Donc, vous en avez sans doute aussi entendu parler, notamment ces derniers mois. Ils ont été pas mal médiatisés. Donc, c'est des substances per- et polyfluoroalkylées qui sont utilisées dans de très nombreux produits industriels et de consommation. Et donc, globalement, on estime qu'on est exposé surtout par l'alimentation et par les eaux contaminées. Et ce sont des polluants qui sont dits persistants puisqu'ils restent pendant plusieurs centaines d'années, une fois que une eau est contaminée notamment. Et les données expérimentales montrent que cette exposition entraîne une altération de la perméabilité des membranes spermatiques, donc qui va pouvoir ensuite entraîner des anomalies au niveau de la fécondation, par exemple, une augmentation du stress oxydatif, une diminution de la production de testostérone et une perturbation de la barrière hématotesticulaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais normalement, il y a une barrière sans testicules pour une bonne physiologie au niveau du testicule. Chez l'homme, les résultats sont contrastés et certaines études ont suspecté une altération de la mobilité ou de l'intégrité de l'ADN spermatique, probablement des modifications des niveaux hormonaux chez les jeunes hommes et possiblement aussi un risque accru de cancer testiculaire, et vraisemblablement avec une relation dose-réponse. Après, ce qu'il faut dire aussi par rapport au PFAS, c'est que la plupart du temps, l'exposition, elle va être mesurée au niveau du sang et que vraisemblablement, pour le secteur de reproduction, c'est peut-être pas la bonne façon de faire et que peut-être il faudrait commencer à réfléchir à essayer d'être plus précis en faisant des dosages de PFAS dans le sperme, mais pour l'instant, c'est compliqué. Et là aussi, une des limites, c'est aussi les effets cocktails, puisque souvent, on n'a pas une seule exposition à une seule molécule. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de pollution de l'air, puisqu'on commence à avoir des données sur la pollution de l'air. Donc là, on sort vraiment des perturbateurs endocriniens, hein, il y a d'autres mécanismes. Mais certaines données expérimentales mettent en évidence des effets néfastes sur la qualité du sperme, et en particulier des particules liées au diesel, avec des diminutions de production de spermatozoïdes, des dommages au niveau de l'ADN et des modifications même structurelles, donc vraiment dans les cellules à l'intérieur du testicule, les cellules de Leydig et des cellules de Sertoli. Chez l'homme, on a une revue systématique qui est sortie il y a quelques années et qui a mis en évidence que si jamais il y avait une augmentation d'exposition aux petites particules, donc PM10, c'est des particules qui font moins de 10 microns, donc, c'est des particules qui sont en suspension et qui proviennent des émissions industrielles, mais aussi du trafic routier, etc.
Et en fait, on sait que ces particules, elles peuvent pénétrer très profondément dans les voies respiratoires. Elles sont associées à divers effets néfastes sur la santé, et donc y compris sur la fertilité, puisque vous voyez qu'une augmentation d'exposition, donc 10 microgrammes par mètre cube, les niveaux habituels, c'est entre 20 et 40, donc c'est pas une énorme augmentation, mais c'était associé à une réduction de la concentration de j'arrive plus à voir exactement, 2,2%, pardon, de la concentration spermatique. Et donc, le dioxyde de soufre, donc le SO2, là, c'est la même chose. C'est un gaz qui est émis par la combustion des combustibles fossiles, donc charbon, pétrole, etc., et certaines activités industrielles. Et là aussi, une augmentation de 10 microgrammes par mètre cube de SO2 entraînait une diminution de 8,6% de concentration spermatique. Un autre article s'était intéressé plus à la partie endocrine, donc de la fonction de reproduction masculine, et avait mis en évidence un lien très net entre l'exposition aux particules fines et une diminution des niveaux de testostérone. Voilà, donc ça c'était le volet masculin. Et pour le volet féminin, vous allez voir, j'ai choisi d'être très synthétique, notamment parce que le docteur Coyle va revenir sur ce sujet dans la présentation suivante. Et je voulais vous renvoyer, si vous le souhaitez aller plus loin, à cette revue de la littérature qui a pour objectif de vraiment synthétiser l'impact des divers perturbateurs, enfin des divers perturbateurs endocriniens, mais aussi d'autres molécules sur la fertilité. Donc, par exemple, chez la PAM, vous voyez au niveau de la synthèse, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je ne suis pas sûre d'ailleurs, on retrouve une altération de l'axe hypothalamo-hypophysogonadique avec des pubertés qui sont retardées, une atrésie folliculaire, une diminution de la qualité ovocytaire et diverses pathologies gynéco, dont l'endométriose, qui va être traitée ensuite, mais aussi des complications pendant des complications obstétricales. Voilà, donc pour la femme, je n'irai pas plus loin, sinon je dépasserai largement mes 15 minutes. Et je vous renvoie à la prochaine diapositive, enfin la prochaine présentation et éventuellement à cette revue. Ce qu'il faut savoir aussi, ces expositions peuvent aussi avoir un impact sur les générations futures. Et en effet, notamment lorsque les expositions elles ont lieu in utero, pendant la grossesse, elles vont impacter finalement 3 générations avec la mère, le fœtus, mais aussi la génération suivante via les cellules germinales du fœtus. Et on le voit actuellement avec les petits-enfants des grands-mères exposés au distilbène qui présentent notamment un risque accru de malformation urogénitale. Donc, c'est on parle d'effet transgénérationnel. Et il faut savoir que cet effet transgénérationnel, il existe aussi du côté masculin, avec des mécanismes qui sont différents cette fois-ci et qui reposent surtout sur des mécanismes épigénétiques. Alors, pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée, c'est que l'épigénétique, c'est des petites marques qui sont apposées sur l'ADN et qui sont souvent liées à l'environnement et qui permettent de s'adapter à son environnement de façon très rapide. Et donc, sans rentrer dans les détails, dans des modèles animaux, lorsque des mâles sont exposés à des perturbateurs endocriniens ou à des pesticides en période préconceptionnelle, on observe des anomalies dans la descendance. Et en fait, ces anomalies, l'hypothèse, c'est qu'elles sont transmises par des marques épigénétiques. Donc, par exemple, dans cette première étude, en haut, vous voyez, c'est des souris mâles qui sont exposées à du bisphénol dans l'eau de boisson, hein, des petites souris, avant la mise en reproduction. Et on va se rendre compte que les descendants mâles, à l'âge adulte, vont avoir des troubles métaboliques avec une augmentation du poids et de l'adiposité, une insulinorésistance. Dans cette deuxième étude, l'exposition, c'est une exposition à du DDT, qui est un pesticide. Et les descendants mâles présentent aussi une intolérance au glucose, comme pour la première étude, mais aussi des troubles de la croissance avec des anomalies placentaires. Donc globalement, ces études, elles illustrent comment une exposition paternelle aux perturbateurs endocriniens ou à certains polluants peuvent impacter la santé des générations suivantes. Et ça souligne qu'il faut considérer la période préconceptionnelle comme vraiment une fenêtre de vulnérabilité, mais aussi, si on est positif, une fenêtre d'opportunité pour la prévention. Et justement, à tenir en pratique, comment on se prémunit de tout ça. Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il et on commence à avoir des publications qui mettent en évidence l'efficacité de certaines mesures d'éviction. Et donc, il y a un vrai intérêt à agir.
les actions, c'est de donner différents conseils pratiques, avec des conseils qui vont couvrir plusieurs thématiques principales, comme l'alimentation, la qualité de l'air intérieur, les cosmétiques, etc. Mais c'est vrai qu'en pratique, en consultation notamment, c'est très difficile de tout couvrir. Donc l'idée, c'est souvent on dit qu'on va hiérarchiser un petit peu. Donc la priorité, par exemple, ça va être de dépister les expositions professionnelles parce qu'elles sont assez souvent liées à des niveaux d'exposition très élevés et surtout très répétés. Donc par exemple, agriculteurs, ouvriers viticoles, chimistes, agents d'autoroute, etc. sont autant de métiers à risque pour lesquels il sera éventuellement intéressant de s'appuyer sur la médecine du travail. Une des options aussi, pour faire un tour de toutes ces expositions, c'est de s'appuyer sur les plateformes Prévenir, et ça sera l'objet de la présentation d'Estelle Dordain, donc je ne rentre pas du tout dans les détails. Vous verrez ça dans la suite de ce webinaire. Un des objectifs en consultation, ça peut être de sensibiliser aussi aux expositions non professionnelles, mais aux expositions de la vie quotidienne. Et pour cela, des initiatives sont possibles. Je vous en ai mis une en exemple. Donc, par exemple, à gauche, là, ce que vous voyez, c'est un travail qui a été réalisé par des collègues techniciennes de laboratoire et infirmières et qui se sont investis dans la réalisation d'une affiche de sensibilisation en collaboration avec une doctorante en sciences de la communication, donc dans le cadre d'un appel d'offres à projet d'accompagnement au design dans les services de la PHP. Donc, cette affiche, elle contient donc des petites images assez simples et un QR code aussi en bas à gauche, vous voyez, qui est par exemple un QR code pour évaluer son niveau personnel d'exposition. Et ça établit un score tout de suite et on sait immédiatement où est-ce que des améliorations pourraient être possibles. Donc ça peut être fait par exemple sur une grande population. Après avoir sensibilisé, une deuxième piste d'action, ça va être d'essayer d'autonomiser aussi parce on peut pas tout. C'est bien aussi de pouvoir autonomiser les patients, les patientes. Et pour ça, on peut s'appuyer de France sur des guides associatifs qui sont publiés sur différentes thématiques. Je vous ai mis quelques exemples. Et notamment sur le bricolage, l'alimentation, les cosmétiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est de s'appuyer sur les labels. Alors, il y a plein de labels qui existent, tellement nombreux d'ailleurs que parfois on ne comprend plus très bien qu'est-ce qui est un vrai label intéressant et ce qui n'en est pas un. Attention notamment avec par exemple des labels à droite, là, les trois, ce ne sont pas des vrais labels. C'est juste pour faire croire que c'est bien, mais ce n'est pas un vrai label. Et pour s'y retrouver, je vous mets un site qui est pas mal, qui est le site de l'ADEME, euh, qui propose un outil par thématique. Donc, vous voyez, je vous ai mis il y a un menu déroulant directement, c'est une capture de mon téléphone que je vous ai mis à droite, pour aller regarder quels sont les vrais labels en fonction des différentes thématiques, plutôt textile, plutôt vêtements, plutôt alimentation, plutôt cosmétique. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler des applications. Donc, il y a Yuka que vous connaissez peut-être tous maintenant, qui est très connu maintenant, mais il y en a d'autres, hein. C'est pas parfait, hein, bien sûr, c'est des applications, mais déjà, ça donne des petites idées. Il y a aussi celle de Co-Choisir qui est pas mal. Il y a INC Beauty qui est très bien, avec des pénalités. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui existent. Alors, tout ça, c'est l'échelon individuel, évidemment. Mais il faut aussi dire que ça ne suffit pas et qu'il y a des efforts législatifs en matière de protection de la santé environnementale, avec des réglementations européennes, des initiatives nationales, etc. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails non plus parce que je ne veux pas dépasser le temps de parole qu'on m'a donné. Et donc, au total de cette présentation, ce que je voulais vous rappeler, c'est que maintenant, c'est impossible d'ignorer qu'il y a des associations entre environnement, mode de vie et fertilité. Il y a probablement un effet cumulatif des facteurs qui sont impliqués et il faut faire attention aux expositions professionnelles. Et un de nos rôles, ça va être de sensibiliser sur l'impact de ces expositions et essayer d'autonomiser aussi les personnes qu'on prend en charge. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je repasse la parole à Pascal Deline. Merci Nathalie. Merci Nathalie. Donc alors j'ai oublié de préciser tout à l'heure que si vous avez des questions sur ces présentations, il faut les inscrire dans la petite case qui est en bas à droite de votre écran, Q&R, questions-réponses. Et donc nous prendrons au fur et à mesure les questions-réponses pour répondre, pour vous répondre. Alors là, il n'y a
Pas vraiment. Il y a plutôt des commentaires en fait. Donc un commentaire qui nous dit que les PFAS se retrouvent également dans les cosmétiques. Donc c'est voilà ANSES Santé Canada, une source aussi importante de PFAS en plus de l'alimentation et des eaux. Oui, tout à fait. Oui. Donc l'affiche sur les perturbateurs endocriniens, bon pour le moment elle est interne à la PHP, mais nous allons la mettre en ligne. Elle sera accessible prochainement. Voilà. Et donc une autre petite information sur oui, attention au label haute valeur environnementale. Ça effectivement c'est un label assez incomplet. Voilà, donc nous allons continuer dans le déroulé de notre présentation. Alors, nous avons donc un souci de connexion pour le docteur Qual. Alors, je propose Estelle, que Estelle Dordain puisse enchaîner avec sa présentation en attendant que le docteur Qual puisse nous rejoindre. Alors, je rappelle que Estelle Dordain est sage-femme à Reprotoxif. C'est un centre de l'APHP qui se situe à Fernand-Vidal, qui fait partie du centre antipoison. Et donc, je lui laisse la parole sans plus tarder. Donc, je vais vous présenter le centre Protoxif. Qu'est-ce que le centre Protoxif? Ça signifie repérage et prise en charge des situations d'exposition à des toxiques en région Île-de-France. Donc, comme son nom l'indique, notre objectif, c'est d'évaluer les expositions environnementales, qu'elles soient professionnelles ou extra-professionnelles, pouvant aboutir à des troubles de la reproduction. Nous sommes financés par l'ARS Île-de-France, donc nous avons une prise en charge qui est gratuite. Et compte tenu de l'importance de la population en région Île-de-France, on est deux centres à coordonner, en fait, deux pôles à coordonner le centre Protoxif. Donc, il y a le CHIC de Créteil et l'hôpital Fernand-Vidal pour lequel je travaille. En fait, nous destinons à la population francilienne, aussi bien auprès des particuliers que des professionnels de santé. Donc, la particularité du centre Protoxif qui est basé à Fernand-Vidal, c'est que l'on fait partie du centre antipoison de Paris. Donc, qu'est-ce que les centres antipoison? Les centres antipoison ont pour objectif de répondre à tout cas d'intoxication, à tout cas d'empoisonnement. Donc, en France, il existe 8 centres antipoison, donc chacun possède sa propre zone géographique. Donc, à Paris, on est en région, bien sûr, Île-de-France. On s'occupe également des Antilles, de la Guyane, et on dispose de plusieurs services. Donc, nous avons un service de téléexpertise, donc c'est-à-dire un service de réponse téléphonique à l'urgence disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, on a environ 50 000 appels par an. Donc, ce sont des infirmiers et des médecins qui sont spécialisés en biologie médicale qui vont répondre à tout cas d'intoxication, tout cas d'empoisonnement, et qui vont fournir en fait une ligne de conduite en fonction du produit mis en cause et de la personne exposée. Par la suite, on va rappeler, on va obtenir des comptes rendus et ça va nous permettre en fait de fournir notre base de données, c'est qui est une base de données nationale des cas d'intoxication. Suite à ça, on pourra également faire des mises au point. Après, on dispose d'un service de toxicovigilance. Donc, recueil, évaluation des effets indésirables des champs chimiques, non médicamenteux, naturels ou de synthèse. Donc, par exemple, pour le saturnisme. Ensuite, nous avons un service de consultation en pathologie professionnelle en santé environnementale. Donc, je vais approfondir ce point-là sur la prochaine dia. Et bien sûr, on participe à la recherche et à l'enseignement en toxicologie. Donc, pour les centres régionaux de pathologie professionnelle et environnementale, quels sont leurs objectifs? En fait, c'est de prendre en charge les patients qui sont atteints de pathologies en lien avec l'environnement général ou professionnel. Donc, ils vont concourir à la prévention des risques d'atteinte à la santé du fait du travail et de l'environnement. Donc, ils vont avoir une promotion, enfin, l'objectif, c'est de promouvoir la santé au travail. Ils vont également concourir au dispositif d'alerte et de surveillance en santé au travail et ils participent également, donc, en fait, à la recherche et à l'enseignement sur les affections professionnelles. Donc, ce sont en fait de véritables consultations. Donc, les patients, soit ils viennent d'eux-mêmes, soit alors ils sont orientés par un médecin généraliste ou tout autre, donc le médecin. Alors, qu'est-ce que la santé environnementale? Donc, la santé environnementale, si vous voulez, c'est un concept très large qui vise la prévention des risques d'atteinte à la prévention des facteurs négatifs, en fait, de la santé environnementale sur la santé humaine, en fait. Donc, une des notions fondamentales au sein de la santé environnementale, c'est celle de l'exposome. On a pu le voir tout à l'heure. En fait, l'exposome, c'est l'ensemble d'expositions auxquelles l'individu va être confronté tout au long de sa vie, c'est-à-dire de la vie intra-utérine jusqu'à son décès.
Donc, bien sûr, il y aura les choix personnels de l'individu. Est-ce que la personne va fumer? Est-ce qu'elle va boire? Est-ce qu'elle va avoir une alimentation variée équilibrée? Est-ce qu'elle va avoir une activité physique? Mais ça, on constate que ça constitue qu'une infime partie. Le reste, ce que va constituer, en fait, ce que va faire l'environnement qui va constituer son état de santé. Alors, pourquoi s'intéresser donc tout particulièrement aux femmes enceintes? On sait que les femmes enceintes font partie des populations les plus vulnérables aux polluants environnementaux et les études en fait démontrent que la santé de l'enfant va se jouer principalement pendant les 1000 premiers jours de vie. Donc, qu'est-ce que les 1000 premiers jours de vie? En fait, ça va de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Si vous voulez, c'est une période un peu charnière. C'est au cours de cette période que le capital santé de l'enfant va se forger. Et du coup, si l'environnement est meilleur, ben, meilleur en fait sera son capital santé. Les fenêtres de solidité, c'est-à-dire, sont des périodes de la vie où on est le plus vulnérable. Alors, contrairement aux idées reçues, donc, ce n'est pas la dose qui va faire le poison, mais ça va dépendre en fait de plusieurs paramètres. Ça va dépendre du moment de l'exposition, de la voie d'exposition. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a appliqué par cutanée? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a respiré? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a avalé? Et du niveau d'exposition, est-ce que c'est quelque chose de chronique ou d'aigu? En fonction de ces paramètres, en fait, la prise en charge ne sera pas du tout la même. En fait, si vous voulez, une exposition donc en fait faible, chronique, va avoir beaucoup plus d'impact qu'une exposition forte donc et aiguë. En plus, il ne faut pas oublier cette notion donc en fait d'effet cocktail. Donc les produits chimiques sont testés de manière isolée, mais on est confronté à une multitude de produits chimiques, donc les effets peuvent être amplifiés. Alors, cette diapositive va reprendre un petit peu voilà, les différentes conséquences des polluants environnementaux, aussi bien au niveau de la fertilité, de la grossesse, mais également donc, sur le long terme avec donc, l'obésité ou donc, les cancers hormonodépendants. Donc, c'est pour ça en fait, qu'il est important en fait, d'agir donc, en fait, le plus tôt donc, en fait, possible pour prévenir l'apparition donc, en fait, de ces symptômes, mais également pour préserver les générations donc, futures. Et comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, le cas plus parlant d'obstétrique, c'est le cas de l'Istibel, donc médicament donné donc, de 48 à 77 pour éviter le risque de fausse couche. Et maintenant, on sait que c'est la troisième génération qui est impactée rien que par le fait que leurs grands-mères ont pris ces médicaments. Alors, je vais en venir au vif du sujet, donc le centre reproductif. Donc, en fait, sachez que la France est l'un des pays européens qui est le plus impacté, le plus impliqué en fait en matière de santé environnementale. Du coup, le centre reproductif est né dans ce contexte. Donc, l'une des plus-values en fait du centre reproductif, c'est qu'on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Prévenir, donc prévention, environnement, reproduction. Quel est l'objectif de ce réseau? Ce sera d'une part d'évaluer les expositions environnementales, d'autre part, ce sera d'améliorer l'information et l'éducation donnée aux parents. Et du coup, il y a plusieurs plateformes au sein de ce réseau. Donc, il y a la plateforme de Marseille, de Bordeaux, de Rennes, pardon. Et comme je l'ai dit en introduction, en Île-de-France, on est deux pôles à coordonner, donc le centre toxique, il y a le CHIP de Créteil et Fernand Vidal pour lequel donc, je travaille. Donc Créteil, en fait, c'est plus dédié en fait aux pathologies de grossesse et nous, on était plus en prévention primaire. Donc il y a de nouvelles plateformes donc, qui sont en cours. Donc il y a Toulouse, Lyon, Amiens, Rouen ou Nantes. Et donc là, je vais vous montrer donc à présent l'organisation de notre centre. Donc vous allez voir en fait, il y a plusieurs portes d'entrée et différents niveaux de prise en charge. Donc la première porte d'entrée, donc je l'ai appelée l'évaluation ciblée. Donc si vous voulez, c'est quand les patients ou alors les professionnels de santé vont nous contacter directement. Donc on va entrer dans un premier niveau de prise en charge, donc par exemple la consultation téléphonique. Donc la prise en charge peut très bien s'arrêter là. Ou alors, mais parfois, cela va nécessiter donc des investigations plus poussées. Dans ce cas, on va passer à une prise en charge de niveau 2, c'est-à-dire une téléconsultation ou une consultation avec la sage-femme ou une infirmière donc, du centre. Et parfois, on constate que cela va au-delà donc, des compétences de la sage-femme et de l'infirmière. Et dans ce cas, on peut passer à une prise en charge de niveau 3, donc avec donc, un médecin toxicologue. Donc, en fait, ça nous permet vraiment d'avoir une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, la deuxième porte d'entrée, excusez-moi, c'est l'évaluation globale. Donc, vous allez voir au sein de l'évaluation globale, il y a deux sous-catégories. Donc, la première, c'est les patients issus d'Internet. Donc, on a créé un site Internet dans lequel, en fait, on va retrouver trois types de questionnaires. Un questionnaire dédié aux femmes enceintes, un questionnaire dédié aux femmes désirant un enfant et un questionnaire dédié aux hommes désirant un enfant. Chacun des questionnaires va retracer l'ensemble des expositions auxquelles on peut être confronté tout au long de notre vie. Et du coup, nous, notre objectif, en fait, c'est d'analyser ces questionnaires et par la suite, ce sera d'envoyer un compte rendu
donc personnalisée avec des conseils facilement donc, applicables. Pourquoi? Ben, c'est d'une part en fait que le patient devienne autonome et surtout qu'il puisse donc appliquer ses recommandations sur le long terme. Parfois, là aussi, on constate que la nécessité d'investigation peut plus pousser. Dans ce cas, on peut passer à une prise en charge de niveau 2 et ou de niveau 3. Après, nous avons également signé des partenariats avec différentes maternités parisiennes et un centre donc AMP. Donc, au niveau des maternités parisiennes, nous retrouvons les CARE, la Pitié-Salpêtrière, l'espace parental de Trousseau et Tenon. Et Tenon, en fait, on nous trouve aussi bien auprès du centre d'AMP que de la maternité. Dans ce cas de figure, en fait, on va entrer directement dans une prise en charge de niveau 2 parce qu'on propose du coup systématiquement des téléconsultations, des consultations individuelles. Et là aussi, si l'on constate que ça nécessite des recherches plus poussées, eh bien, on va passer une prise en charge de niveau 3. Donc là, c'est une capture d'écran en fait, d'une partie de nos questionnaires. Donc voilà, ça reprend aussi bien l'alimentation, donc la qualité donc, de l'air intérieur, les produits cosmétiques, les produits d'entretien et également on va aborder donc l'aspect également des expositions professionnelles. Là, je vous ai mis une capture d'écran en fait, voilà, d'une partie de notre compte rendu. Donc là, c'est en lien avec tout ce qui est produits de bricolage et de décoration. Là, ce sont différents partenariats, mais il manque donc sur cette partie l'espace parental de Trousseau. Et pour appuyer mes propos, je vais vous présenter voilà, un cas pratique. Donc, il s'agit de Charlotte, 31 ans, qui est en parcours donc, ALB. Et du coup, elle a été orientée vers le centre protoxif par sa sage-femme. Donc, elle remplit l'un de nos questionnaires et on constate en fait qu'elle est métallière. Donc là, pour assurer une prise en charge la plus optimale possible, ce qui est important, c'est de vraiment comprendre dans quel environnement professionnel évolue la patiente. Donc, si vous voulez, cette patiente, donc, elle est métallière. En fait, elle s'occupe de réaliser des socles et des enceintes de protection des œuvres d'art, en fait, à la demande des musées. Donc, elle travaille essentiellement sur des métaux, donc essentiellement l'acier inoxydable ou le laiton. Et au cours de son activité professionnelle, en fait, elle réalise différentes opérations de type tronçonnage, meulage, perçage. Du coup, cette patiente, elle est exposée à différentes nuisances donc, chimiques, d'une part des substances donc, issues des produits manufacturés, mais également des substances émises lors de ces différentes opérations. En plus, elle évolue dans un niveau sonore extrêmement bruyant et elle dispose également d'une charge physique non négligeable. Donc, au niveau, si vous voulez, les plus préoccupantes, on va retrouver le crâne escavalent. Donc lui, en fait, il est émis lors de l'activité de soudage à l'arc sur acier inoxydable et c'est un puissant cancérigène de mutagène non protoxique. Donc là, c'est difficile de maîtriser, en fait, de déterminer un niveau sans risque pour la reproduction. Le borax, donc il fait l'objet en fait d'une classification au niveau de l'Union européenne, classée en catégorie 1B, pardon. Donc, quand c'est classé en catégorie 1A, ça veut dire que c'est donc avéré cancérigène mutagène non protoxique et 1B, c'est quand c'est donc en fait suspecté et du coup, en France, il est interdit, donc en fait, le Code du travail interdit de maintenir une femme enceinte ou allaitante qui pourrait être potentiellement exposée à des produits classés en catégorie 1A ou 1B. Les solvants organiques, on sait que donc, de manière chronique à de fortes doses, ça peut provoquer des risques d'avortement spontané ou des faibles de naissance. Le bruit est également donc en fait important parce que quand il y a un bruit assez important, et ça peut provoquer notamment au troisième trimestre de grossesse des perturbations au niveau de la périodicité du fœtus. Et bien sûr, là aussi, vu que ça dispose également des contraintes physiques qui ne sont pas donc négligeables. Après, ce qui est important également, donc, comme on dit toujours, donc, idéalement, c'est d'éliminer la sous-exposition. Parfois, on ne peut pas éliminer la sous-exposition, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher à diminuer la sous-exposition. Comment? Et en appliquant à la fois des équipements de protection collective et individuelle. Donc, c'est pour ça que lors d'une consultation, on cherche à savoir si ces moyens de protection ont été mis en place. Donc là, au niveau des équipements de protection collective, on constate en fait qu'il n'y a pas de réel système donc, en fait, de ventilation, mis à part des fenêtres, et il n'y a pas également de réel système d'aspiration à la source. Donc, compte tenu de ce contexte, donc, là, il était impossible donc, en fait, de maintenir donc, cette patiente donc, à son poste parce que en fait, les risques pour la reproduction étaient non maîtrisables. Donc ça, je vous ai mis une capture d'écran dans notre site internet. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, on s'adresse également aux professionnels de santé,
Donc, par exemple, si vous avez un doute lors d'une prise en charge avec une patiente et un produit, donc vous pouvez très bien nous contacter. Nous, voilà, on s'apportera donc les éléments donc, nécessaires. Et ça, ce sont nos différents outils de communication. Donc, vous avez donc des affiches, vous avez des brochures, donc qui sont plus à destination des professionnels de santé parce qu'ils sont plus complexes. Et vous avez également donc, des flyers. Donc là, c'est les brochures, là, c'est les flyers. Et vous voyez à chaque fois, en fait, il y a des QR codes. Donc, en scannant le QR code, ça renvoie vers notre site internet et vers notre questionnaire. Et ça, ce sont en fait nos moyens de communication. Vous pouvez très bien nous contacter par téléphone ou en nous envoyant un mail. Et je vous remercie. Merci Estelle. Voilà, donc le docteur Qual vient de prendre la parole. Elle est maître de conférences universitaire, praticienne hospitalière à HEGP, le centre hospitalier Georges Pompidou de l'AP-HP, en chirurgie gynécologique. Et donc, elle va vous partager son écran. Voilà. Donc, je me présente Myriam Coal, je suis chirurgienne gynécologue à l'hôpital Georges Pompidou et je fais également de la recherche dans un laboratoire INSERM, qui est un laboratoire qui s'intéresse au rôle de l'exposome sur la santé et avec un versant très expérimental au niveau cellulaire. Donc, en ce qui concerne l'endométriose, on est vraiment au début de la recherche. Diapo suivante. L'endométriose, c'est une présence anormale de glandes et de stroma endométriales à l'extérieur de la cavité utérine. Donc, ça peut se mettre soit sur les organes adjacents, soit dans le muscle, c'est ce qu'on appelle de l'adénomyose. C'est une maladie qui est extrêmement fréquente, qui touche une femme sur 10 et qu'on commence à mieux connaître vraiment depuis pas très très longtemps. C'est 40% des patientes qui ont des douleurs chroniques qui ont une endométriose et on est dans le webinaire sur l'infertilité. On a 30% des patientes infertiles chez qui on retrouve une endométriose superficielle ou profonde, symptomatique ou pas, car on sait qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre l'étendue des lésions et les symptômes chez les patientes. Et vous le savez certainement, mais le délai de diagnostic jusqu'à il y a quelques temps était assez retardé, 6 à 8 ans. Et c'est une maladie qui est quand même très invalidante et qu'on ne comprend pas encore totalement. Diapo suivante. On sait que c'est une pathologie qui est hormonodépendante. Il y a plusieurs théories dans les étiologies. On a d'abord la théorie la plus avancée, qui est la théorie de la transplantation en lien avec le reflux menstruel. Donc, c'est une migration du tissu endométrial par les trompes pendant les règles. Et puis, ces cellules iraient aller se greffer ailleurs. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a 90% des patientes qui, au moment où elles ont leurs règles, ont un saignement rétrograde et que tout le monde ne développe pas d'endométriose. Il y a aussi l'hypothèse de cette transplantation. On sait qu'on peut avoir comme site de localisation les cicatrices d'épisiotomie, cicatrices de césarienne, au niveau d'une cicatrice ombilicale après une célioscopie. Et donc, tout ça est quand même lié à des caractéristiques cellulaires qui font que ces cellules arrivent à s'accrocher, à trouver de la vascularisation et à rester à des endroits qui ne sont pas l'endomètre et donc qui ne sont pas la localisation normale. Il y a aussi l'hypothèse de dissémination lymphatique et sanguine. On a des patientes qui ont des formes pulmonaires, donc avec des épanchements pleuraux ou des nodules au niveau de la plèvre dus à l'endométriose. On sait que dans les causes qui sont mises en avant, il y a un rôle probablement important de l'immunité. On sait aussi qu'il y a des facteurs génétiques, donc on a 7 fois plus de risques d'avoir une endométriose quand on a un parent au premier degré qui est atteint d'endométriose. Il y a des concordances chez les jumeaux également. Et plus récemment, on a remarqué que c'était quand même une pathologie qui était beaucoup mieux connue. Alors, est-ce que c'est plus diagnostiqué ou plus présente, mais en tout cas beaucoup plus fréquente avec les chiffres qu'on a dans les pays qui sont développés. Et donc, il y a un lien avec potentiellement le mode de vie. Diapo suivante. Donc, les facteurs de risque qu'on connaît, c'est l'hérédité, l'âge, les antécédents. Je vous ai dit certaines pathologies auto-immunes. Et on a tout ce qu'on appelle l'exposome, dont on vous a parlé jusque-là, donc le stress, l'alimentation, éventuellement des modifications épigénétiques, donc des choses qui ont pu être modifiées dans notre génome au cours de la grossesse ou au cours de notre jeune enfance, mais qui peut entraîner des conséquences à l'âge adulte. Et puis tout ce qui est pollution, dioxines, perturbateurs endocriniens, dont vous avez eu quelques exemples ce matin. Donc, on a très présent dans notre environnement, que ce soit dans les plastiques, dans nos produits d'entretien de la maison, dans notre alimentation ou dans les produits d'hygiène intime. Diapo suivante.
Donc, le sujet des expositions chimiques et de l'endométriose, c'est vraiment une thématique de recherche qui est très émergente. Les premières publications ont une dizaine d'années. On a de plus en plus de données disponibles, mais qui restent très hétérogènes. Les principaux polluants étudiés, c'est la dioxine et les PCB. Il y a aussi quelques pesticides, un peu de phtalate. Il n'y a quasiment pas d'études qui explorent les mélanges de polluants. Et parmi ces polluants, il y a beaucoup d'entre eux, certains d'entre eux, et la plupart sont des perturbateurs endocriniens reconnus, donc qui ont une capacité à interagir avec le système de production des stéroïdes. Diapo suivante. Euh, Est-ce que vous avez vu peut-être les définitions précises d'un perturbateur endocrinien? Ce qui est à retenir, c'est que c'est quand même quelque chose d'évolutif, c'est-à-dire qu'on a tout un tas de produits chimiques qui progressivement sont classés du fait de leurs conséquences et des données de la littérature qui s'accumulent dans la classe des perturbateurs endocriniens. Mais initialement, on n'a pas de test réglementaire pour vérifier ça dans chaque produit chimique qu'on met en place. Or, qu'on met sur le marché. Or, on sait que les perturbateurs endocriniens ont un effet sur l'obésité, le diabète, la résistance à l'insuline, les dyslipidémies, et on commence à de mieux en mieux connaître ces effets physiopathologiques sur la santé humaine. Diapo suivante. Donc, quelles sont les données sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, endométriose et polluants? Je vous présente là d'abord une étude française qui a été réalisée au CHU de Nantes en 2017, où ils ont dosé un ensemble assez étendu de contaminants. Donc, il y avait des dioxines, des PCB, des pesticides, des retardateurs de flamme bromées. Ça a été dosé dans le sang et dans le tissu adipeux qui est un lien de stockage des polluants du fait de leurs caractéristiques lipophiles. Et donc là, ils ont regardé chez 99 patientes atteintes d'endométriose pour lesquelles ils avaient les localisations précises, le stade. Et ils ont montré qu'il y avait des associations significatives entre plusieurs polluants dans le tissu adipeux et la présence d'une endométriose profonde, et notamment, et là c'est intéressant dans le cadre de l'infertilité, une atteinte ovarienne, donc la présence d'un endométriome. Diapo suivante. Il y a plusieurs revues de la littérature qui ont été publiées depuis. Je vous présente aussi celle de l'équipe du Laberca à Nantes, parce que c'est une des premières et que c'est une étude française publiée en 2018. Ils ont retenu 51 études épidémiologiques. Il y en avait 17 qui étaient de qualité suffisante pour pouvoir être inclus dans une méta-analyse, c'est-à-dire qu'on a regardé les calculs de risque dans les différentes études et on a fait des analyses statistiques pour calculer un risque global. Et comme vous pouvez le voir sur la diapo, on a un risque augmenté pour la dioxine. Donc, il y avait 10 études qui étudiaient la dioxine avec un odds ratio de 1,65. Pour les PCB, c'était 1,70, 9 études. Et pour les organochlorés, pesticides, 5 études avec une augmentation significative à 1,23. Mais dans ce papier, il précisait bien que les études étaient hétérogènes, qu'il y avait des variabilités dans les méthodes de dosage, des effectifs de patients qui étaient aussi limités dans la plupart des études, et donc le niveau de preuve a été jugé modéré, avec quand même un risque de biais sérieux selon les critères spécifiques pour faire ce genre d'analyse, méta-analyse méthodologique, et donc la nécessité de pouvoir faire des études épidémiologiques bien conçues, parce qu'il y a quand même des choses qui sont à explorer à partir de ces études intermédiaires. Diapo suivante. Je vous présente là également une étude plus récente, donc, où il y avait une petite mise à jour. Donc, ils ont fait la synthèse de 40 méta-analyses publiées entre 2012 et 2020. Donc là, c'était une période un peu plus restreinte, c'est-à-dire que les méthodes de dosage et les polluants étaient globalement un peu plus homogènes. Et le résultat, là encore, est en faveur d'une association positive entre exposition aux perturbateurs endocriniens et la survenue d'endométriose avec un risque de 1,4 qui était statistiquement significative. Et vous voyez quand même sur le tableau numéro 1 en bas qu'on a plus de 30 études qui ont exploré les perturbateurs endocriniens, 12 les PCB, 8 les organoflorés. Et donc progressivement, au fil des années, on augmente le niveau de preuve avec les études qui sont publiées. Diapo suivante. Qu'en est-il au niveau des données expérimentales? Alors, je vous présente ici une publication de 2020 qui a repris l'ensemble des études expérimentales qui se sont intéressées à cette question entre exposition aux composés chimiques organochlorés et à l'endométriose. C'est des modèles expérimentaux. Toutes les études qui ont été retenues étaient des modèles sur des lignées cellulaires, c'est-à-dire qu'on a pris des cellules endométriales, soit des cellules stromales, soit des cellules qu'on appelle immortalisées, qu'on utilise en routine en laboratoire, soit des cellules
humaines préparées donc, à partir de tissus humains, dérivés de biopsie du coup. Dans les études, on pouvait ajouter ou pas des œstrogènes et de la progestérone pour mimer la synthèse un peu naturelle et l'exposition naturelle de ces cellules aux hormones. On n'avait pas d'études utilisant des modèles innovants comme les organoïdes ou les modèles multicellulaires. Or, on sait que quand on regarde des effets sur une seule cellule, bah, maintenant, le micro-environnement est extrêmement important. Et donc, les cellules environnant la lésion vont avoir des réponses et des communications avec les cellules endométriosiques. Et donc, ça, c'est pas très exploré, voire pas du tout exploré. Je ne vais pas détailler, mais les polluants le plus étudié, c'est la dioxine. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un polluant prototypique. On sait bien comment il fonctionne, sur quel récepteur. Et c'est 27 études sur euh, ce polluant-là. Et donc, ils ont regardé dans leurs différentes études, après des traitements par polluants qui pouvaient aller de 12 à 72 heures, des doses aussi très variables, la migration, l'invasion, la viabilité des cellules et leur capacité à survivre lorsqu'ils ne sont pas dans leur organe habituel et la prolifération. Diapo suivante. On a retrouvé 23 études qui étaient disponibles en 2018 et ce qu'on peut quand même affirmer, c'est que la dioxine favorise et la migration et l'invasion des cellules. On a un rôle qui est suspecté dans ces études de la HR. Donc la HR, c'est ce que je vous disais, c'est un facteur de transcription, c'est un récepteur nucléaire qui est présent dans beaucoup de cellules, qui a des rôles très importants, notamment au moment du développement, mais qu'on appelle aussi le récepteur aux polluants, le récepteur aux xénobiotiques. Et quand il est activé, on a tout un tas de cascades de signaux qui vont être mis en place, certains qui sont bénéfiques pour se protéger, et puis d'autres qui peuvent activer des voies de signalisation qui sont plus néfastes. Donc, il y a des arguments en faveur d'une modification de la synthèse des stéroïdes, donc des hormones, notamment une surexpression des hormones aux œstrogènes, une perturbation au niveau de la réponse inflammatoire, et on sait que la maladie endométriale, il y a beaucoup d'inflammation qui est présente, et par contre, il y avait des données insuffisantes pour parler de la prolifération et donc la progression de la maladie. Encore une fois, les études sont hétérogènes. On a des modèles qui ont un certain nombre de limites et le micro-environnement cellulaire n'était pas pris en compte dans ces études. Diapo suivante. C'était une diapo pour vous présenter un peu vers où on tend. Et donc là, en 2020, une étude qui a été publiée en utilisant l'intelligence artificielle pour essayer de faire des calculs statistiques automatisés et des méthodes bioinformatiques pour explorer les effets de mélange de polluants. Dans ce que je vous ai présenté, on regarde les polluants vraiment un par un. Il y a peu d'études qui s'intéressent au mélange de polluants. Or, on est exposé à des mélanges de polluants au quotidien de façon permanente. Et donc là, ils ont réussi à utiliser certains algorithmes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose vers lequel on va aller dans le futur. Diapo suivante. Ce qui est extrêmement intéressant aussi dans ces recherches, c'est que la science a beaucoup avancé. On a maintenant les omics, c'est-à-dire la possibilité de faire du haut débit, de regarder l'expression des gènes dans un haut débit, de regarder l'expression des protéines, de regarder les modifications métaboliques. Et tout ça, toute cette technologie va nous permettre dans le futur de pouvoir mieux corréler les modifications qu'on peut voir au niveau cellulaire et chez les patientes après une exposition à un polluant. Là, par exemple, ils ont réussi à montrer quand même un profil inflammatoire très particulier et des modifications métaboliques très particulières chez les patientes atteintes d'endométriose lorsqu'elles étaient exposées à certains polluants. Et donc, toutes ces avancées technologiques au niveau de la recherche vont nous permettre probablement de pouvoir mieux répondre à ces questions entre les liens entre exposition et cette maladie qui est l'endométriose, qui est extrêmement fréquente. Diapo suivante. On arrive aux perspectives de recherche. Donc, d'abord, porter une approche plus intégrative pour les cohortes. Donc, il y a plusieurs projets qui sont en cours en France notamment. Il y a un projet dans la cohorte E3N, un projet endoxomique aussi, où c'est des patientes qui ont été recrutées et chez qui on dose des polluants avec un grand nombre de patientes qui doivent être incluses. Il est nécessaire d'aller aussi vers des études éthiques. Ça a dû être présenté un petit peu sur le premier topo, mais on peut avoir des modifications de gènes qui sont transmises à la génération suivante et qui ne sont pas pourtant inscrites dans nos gènes. Et donc ça, c'est des recherches qui vraiment sont en tout début de développement.
au niveau cellulaire, pour bien comprendre ce qui se passe et les mécanismes, il va falloir qu'on développe des modèles plus innovants et c'est en cours avec des modèles organoïdes et des modèles 3D utilisant de l'ingénierie tissulaire qui sont en train de se développer dans la maladie endométriose et donc qu'on pourra utiliser pour tester nos différents polluants, comprendre les mécanismes, éventuellement identifier des biomarqueurs, soit des biomarqueurs d'exposition, soit des biomarqueurs de risque de développer la maladie. Et puis, tout ça doit nous mener aussi vers le développement de tests réglementaires de façon à mieux évaluer les différents produits chimiques sur le risque pour cette maladie. Diapo suivante. Et j'arrive à un projet ANR que j'ai obtenu l'année dernière et qui a été lancé au mois de novembre, qui s'intéresse à l'impact des polluants organiques persistants individuels et en mélange. Et la nouveauté dans ce projet qu'on a réussi à faire financer, c'est qu'on va beaucoup investiguer aussi le rôle du tissu adipeux. Je vous l'ai dit rapidement, mais les polluants sont très euh, souvent stockés dans le tissu adipeux. On sait aussi que les patientes qui ont une endométriose ont un tissu adipeux très faible. C'est des patientes qui sont pour la plupart plutôt minces. Est-ce qu'il y a une dysfonction adipocytaire sous l'effet des polluants qui fait que cette maladie va être plus à même à se développer? C'est une des hypothèses. Donc dans ce projet qui est français et qui est pour 3 ans, il y a plusieurs collaborateurs, l'INSERM 1124, l'INSERM 16, deux services cliniques donc le CHU de Nantes et le CHU de Cochin, le laboratoire Laberca qui nous accompagne pour les différents dosages et les études du métabolome. Et notre objectif, ça va être de pouvoir faire avancer un petit peu les connaissances et également diffuser un peu plus les connaissances sur cette thématique de recherche. Diapo suivante. Et donc, on arrive aux conclusions. Je vous l'ai déjà dit, mais c'est vraiment des recherches qui sont débutantes. Vous avez sur la droite de l'écran une petite représentation des polluants chimiques. On a à peu près 100 000 polluants chimiques qui sont mis sur le marché. On en connaît vraiment bien à peu près 500, dont la dioxine dont je vous ai parlé. Mais il y en a quand même un grand nombre qu'on ne connaît pas encore, dont on n'a pas voilà, qu'on n'a pas étudié au niveau recherche et on a vraiment besoin de mieux comprendre comment ces polluants fonctionnent et quels sont les risques pour la santé dans beaucoup de pathologies, mais en particulier dans cette pathologie fréquente et qui est responsable quand même dans un tiers des cas d'une infertilité. Il y a eu quand même un certain nombre de moyens qui ont été alloués, notamment dans le cadre du PEPR Santé des femmes 2024, avec je le sais, un projet financé sur cette thématique. Et je conclurai en disant que par principe de précaution, il y a vraiment une nécessité d'informer les patientes des connaissances actuelles, des limites aussi des connaissances actuelles, et de développer la communication préventive comme on essaye de le faire. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci Myriam. Donc, tu peux arrêter ton partage d'écran. Donc oui, là, je reviens. Il y avait des questions en fait qui sont arrivées sur la présentation précédente avec la demande des questionnaires que nous a présenté Estelle du Centre Reprotoxif, qui sont en ligne, hein, je crois, Estelle. Quand on va sur le site Reprotoxif, on peut tomber sur ces questionnaires. C'est bien ça. Oui, tout à fait. Il faut aller sur le site. Voilà. J'ai répondu, hein. J'ai mis les différents contacts. Pour les questionnaires, effectivement, il faut aller sur notre site internet. Voilà, on remettra le lien vers le site. Alors, il y a une question aussi sur les consultations médecine du travail pour les futurs pères. Alors là, je ne sais pas si on peut commenter spécialement s'il y a un problème enfin une suspicion d'exposition pour vis-à-vis du travail d'un père, d'un futur père, par rapport à des consultations de pathologie professionnelle et environnementale. Ah, ben, il peut répondre voilà, à notre questionnaire pour les désirs enfants hommes. Et du Oui. coup, voilà, en fonction de l'exposition, on peut orienter vers le médecin toxicologue. Bon, alors merci Estelle. Et sinon pour Myriam, les questions. Alors il y a une question sur le lien entre adénomyose et Oui. endométriose. Oui. En fait, c'est la même pathologie, ça dépend de la localisation des cellules de l'endomètre qui sont normalement dans la cavité. Donc, la plupart du temps, elles vont se mettre à l'extérieur de la cavité et c'est de l'endométriose. Et parfois, il y a juste une migration vers le myomètre, c'est-à-dire le muscle utérin, et ça, c'est de l'adénomiose. C'est séparé parce que les prises en charge ne sont pas tout à fait pareilles, les symptômes ne sont pas tout à fait pareils, l'épidémio n'est pas non plus tout à fait la même.
Mais on peut avoir les mêmes conséquences, par contre, entre une adénomyose et de l'endométriose. Alors, une autre question sur les garnitures périodiques et tampons qui sont par rapport à la dioxine et la relation avec l'endométriose. Euh, Alors, en fait, il n'y a pas d'études qui ont. On sait qu'il peut y avoir de la dioxine dans certains. Ça avait fait polémique il y a quelques années dans certaines protections périodiques. Après, ce qu'on ne sait pas, mais c'est toujours pareil, c'est principe de précaution. On ne sait pas si ces tampons à proximité d'une muqueuse vont être capables de stocker cette muqueuse, ces polluants, et est-ce que ça part dans la circulation sanguine? Je pense qu'il faut quand même être prudent et essayer d'aller, comme on le dit, pour d'autres produits d'hygiène intime, vers des produits écolabellisés et éviter, notamment quand c'est bien précisé que c'est à risque d'avoir de la dioxine dedans. et voilà, on est en train de relancer un marché avec des protections écolabellisées à la PHP. Oui, donc le Le titane n'est pas c'est pas la même chose que la dioxine, hein, que la TCDD. Et il y avait une autre question sur sur le test fait. sanguin, voilà, test sanguin. Alors, c'est récent, hein. On n'a pas beaucoup de recul sur ce test sanguin, mais les premières études sont plutôt en faveur d'une bonne sensibilité, en tout cas. C'est pour l'instant pas pris en charge par la sécurité sociale, me semble-t-il, mais il y a eu des demandes qui ont été faites. Ce qui va être difficile pour détecter cette endométriose, c'est de savoir quels sont les faux négatifs, quelle information on donne aux patients si jamais le test est positif alors qu'il n'y a pas d'endométriose, comment corréler ça dans la prise en charge. Voilà, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais pour lequel on n'a pas non plus énormément de recul pour le moment. Oui, il y a une dernière question sur le syndrome des ovaires polykystiques et la pollution. Alors, Peu d'études. Dans les autres pathologies gynécologiques, celles pour lesquelles on a beaucoup travaillé, nous les chercheurs, c'est vraiment l'endométriose. Et même avec ça, je vous ai montré que les études sont limitées. Donc, il commence à y avoir aussi quelques études sur les autres pathologies hormonodépendantes gynécologiques, telles que les fibromes, telles que les syndromes des ovaires polykystiques, qui, en effet, vous avez raison, touchent presque autant de femmes que l'endométriose. Mais pour le moment, c'est vraiment des recherches très, très émergentes. Ce qui serait intéressant, c'est de comprendre comment ça fonctionne déjà dans une maladie pour pouvoir étendre nos hypothèses scientifiques aux autres pathologies. Il est probable qu'il y ait des fonctionnements des polluants similaires sur ces différentes maladies hormonosensibles de la femme. voilà, donc bon, pour le webinaire de l'ARS Pays de Loire, il y a un replay qui est en préparation. Donc s'il est disponible à temps, on pourra le joindre effectivement dans les liens. Pour le moment, je ne l'ai pas. Sinon, pour les couches bébés, bon, c'est le même problème, hein, le choix des couches écolabellisées qui ne suppriment pas complètement l'exposition polluante, mais qui la diminue. Hein, on peut quand même dire ça. Donc c'est pareil, à la PHP, nous avons aussi un marché de couches écolabellisées pour les bébés. Voilà, je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Donc, bon, sans plus attendre, je propose de donner la parole au professeur Sylvie Alemano, qui est professeure en sciences de l'information et de la communication, donc au labo d'ISAN IDF du CNAM, et qui va prendre la suite et clôturer ce webinaire. Merci Pascal. Merci aux différentes intervenantes. Je pense que notre auditorat est plutôt composé de médical, donc je vais faire assez court sur l'intérêt des sciences humaines et sociales dans ces recherches et l'intérêt notamment des sciences de l'information et de la communication, en pointant le fait que c'est pas tout à fait anodin que de joindre les sciences de l'information et de la communication à ces différents travaux. Donc, merci beaucoup tout à l'heure à Nathalie Sermondal, hein, pour ce discours positif, typiquement pédagogique et non répressif et culpabilisant. Là, clairement, on passerait à côté si on adoptait ce discours-là.
Aussi, on voit les difficultés de la quantité de sites d'information qui nécessitent de la part de public ou, disons, pour vous, pour nous, de la patientèle, d'aller chercher les sites. Ils viennent pas, les sites, ils n'arrivent pas directement sur notre ordinateur ou sur nos téléphones. Donc, il faut aller les chercher, il faut avoir cette démarche proactive et c'est pas gagné. On voit aussi la complexité des labels. Il y a des labels de tous les côtés qui sont un peu imparfaits, qui sont. Alors, c'est pas du tout de ma part une critique, c'est juste que cette infobésité que l'on trouve autour de thèmes, de thématiques qui nous intéressent pour la santé fait que on sait plutôt vraiment où aller chercher. Et finalement, ça va à contre-courant de ce que nous voudrions faire passer comme information filtrée, traduite, simplifiée, de sorte à ce qu'elle puisse être intégrée et que cette intégration donne lieu à des modifications de comportement. Il ne s'agit pas de convaincre, on n'est pas dans l'opinion ou la croyance. En tout cas, c'est le message que nous voulons faire passer. Et c'est vraiment le but de ce travail de recherche. Tout ce dont on a entendu parler jusqu'à présent, ce sont des recherches. Ce n'est pas une accumulation d'informations dans le désordre. Et l'idée, c'est aussi, ça répond à certaines questions, de faire entrer dans les communs. Alors bon, on tente de ne pas être bloqué, de ne pas vous bloquer, de ne pas bloquer vos accès à vous, les soignants et au public qui nous écoute pour ce webinaire, en posant des droits d'accès. Donc, on verra, restez en contact, vous verrez que le webinaire va vous donner un certain nombre d'informations aussi extrêmement concrètes. Alors, on voit aussi par rapport au travail de Myriam Qual, du docteur Myriam Qual, qu'on commence à avoir une augmentation du niveau de preuve maintenant. Alors, l'idée, c'est de diffuser. Elle conclut hein, dans son PowerPoint que désormais, il faut lancer des éléments d'information préventifs sur cette santé environnementale, mais on voit aussi et on voit la complexité de la situation, car on est dans des héritages générationnels. Donc, ça complexifie considérablement le travail des médecins. Et les recherches restent encore particulièrement itératives. Or, la natalité, puisque là on parle de fertilité, on parle de natalité qui vont impliquer un homme, une femme, mais qui vont impliquer des familles entières, qui vont impliquer des lieux, des territoires qui sont plus affectés que d'autres, comme on l'a vu, qui vont affecter aussi des métiers particuliers. On a pu constater, par exemple, que la neige carbonique chez les populations de pompiers, c'est des travaux qui ont été faits aux États-Unis, affecte considérablement la fertilité des femmes pompiers, cette neige carbonique. Donc, en les éloignant de la neige carbonique, ben, on a pu se rendre compte que ça résolvait quelques problèmes. Alors, pas tous, mais quelques problèmes. Donc, finalement, c'est une approche interdisciplinaire qu'il faut avoir et considérer qu'on est face à de nouveaux paradigmes. Et là, on parle de fertilité parce que, comme on l'a dit, la natalité, c'est un sujet qui est particulièrement important hein, et à tous les niveaux d'échelle, au niveau personnel. Le fait de ne pas avoir d'enfants, ça peut générer chez des couples des chocs psychologiques extrêmement importants au niveau sociétal, mais au niveau aussi économique, au niveau démographique. Et je suis sûre que vous pourriez encore ajouter des dimensions de l'importance de la fertilité pour la natalité. Et donc, c'est un sujet qui est très, très important. Et donc, comme je le disais, il y a la nécessité d'approches interdisciplinaires avec ce nouveau paradigme. Nous, on considère que la santé environnementale est véritablement un nouveau paradigme. Et donc, l'intégration des SHS aux études épidémiologiques permet quand même de dépasser une approche strictement biomédicale et de penser la santé comme un phénomène global et systémique. Les SHS sont donc indispensables pour une épidémiologie peut-être plus juste et efficace. Alors, ces SHS permettent d'enrichir les approches classiques en épidémiologie en intégrant des dimensions sociales et territoriales des expositions, en intégrant des perceptions et des résistances aux mesures de prévention. On voit bien hein, toute la communication publique, les effets qu'elle produit. Elle en produit, certes, bien évidemment, mais pas suffisamment. Des enjeux politiques et économiques qui touchent les décisions de santé publique aussi. Hein. On voit bien à quel point c'est fastidieux d'installer des lois. Là, on a l'exemple des PFAS, par exemple. Hein.
Et puis l'implication des citoyens et des acteurs locaux dans la production de savoir. Où est-ce qu'il se produit ce savoir? Regardez, spontanément, c'est pas en regardant autour de nous, c'est pas en écoutant les politiques, c'est en allant voir sur Internet qu'on a les informations. Avec ce qu'on a dit tout à l'heure, toute la critique qu'on peut faire sur cette pluralité d'informations. Donc, il y a une piste de réflexion là qui est comment renforcer l'interdisciplinarité entre les SHS et les sciences dures pour une approche plus globale de la santé environnementale. Donc, nous en sommes là et c'est la raison pour laquelle nous travaillons en relation proche. Donc, les sciences de l'information et de la communication, qu'on appelle des SIC, 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 elles apportent une contribution essentielle aux recherches sur la relation entre facteurs environnementaux et infertilité, là en l'occurrence. D'autres sujets aussi, mais là en l'occurrence. En intégrant quoi? Eh bien, des dimensions liées à la circulation d'informations, aux représentations sociales, aux dynamiques de communication entre des acteurs scientifiques, des acteurs politiques, des acteurs médicaux, des citoyens. Donc, si je devais vous donner quelques indications sur les apports des SIC, des sciences de l'information et de la communication, dans cette grande famille des SHS, eh bien, spécifiquement, les sciences de l'information et de la communication analysent les représentations médiatiques de l'infertilité et des facteurs environnementaux. Alors, c'est important parce que l'infertilité liée aux facteurs environnementaux, comme les pesticides, les polluants, les perturbateurs endocriniens, est un sujet émergent qui souffre d'un manque de visibilité médiatique et de controverses scientifiques et politiques. Alors, les controverses scientifiques et politiques, je ne m'avancerai pas sur le sujet et sur le terrain, mais vous avez vu que c'est toujours pas résolu. On voit ce qui se passe aux États-Unis. On a fait des pas en avant tellement importants et on est en train, là, ils sont en train de faire des pas en arrière démultipliés. Non, on va voir où ça va nous mener, mais ce n'est pas la bonne voie en tout cas. Donc, la communication aussi va être importante quand c'est une communication institutionnelle qui va mettre en avant des stratégies d'acteurs de la santé publique. Alors, c'est important parce que les agences de santé publique et les organisations médicales jouent un rôle clé dans la diffusion d'informations. Là, en l'occurrence, vous voyez, nous sommes là dans un programme de recherche en partenariat aussi avec l'ARS. Myriam Coyle a présenté un certain nombre d'autres programmes de recherche avec les agences. Donc, c'est quand même important de travailler très proche et donc de montrer que c'est un sujet à l'heure actuelle, c'est un sujet qui a un rôle clé dans l'organisation sociale et donc mérite la diffusion d'informations sur l'impact de toxiques environnementaux sur la fertilité. L'impact du numérique aussi, des réseaux sociaux sur la diffusion des savoirs. Les études en sciences de l'information et de la communication sont expertes sur ces impacts-là. Alors, c'est important parce que le numérique est un espace où s'affrontent des discours scientifiques. Oui, il y a des discours scientifiques, hein, on l'a vu, on peut les retrouver sur les sites, l'ADEME, sur des sites, l'ADEME par exemple en est un exemple, mais c'est un espace où s'affrontent les discours scientifiques aussi. Mais il y a aussi des fake news. On est mal armé pour combattre les fake news. Et puis, il y a aussi le militantisme. Alors, le militantisme, il n'est pas forcément critiquable, sauf quand il est excessif et quand il va jusqu'à la violence. Mais en même temps, le militantisme, il est quand même le cri. Il est quand même le cri qui cherche à faire entendre des éléments d'information qui sont pas toujours donnés en tout cas autour de la fertilité et des risques environnementaux. Alors, concrètement, les SIG vont apporter quoi? Eh bien, nous analysons les forums et les groupes en ligne. Par exemple, comment des patientes en parcours de PMA échangent des informations sur les risques environnementaux. Nous faisons des études, par exemple, assez proches sur les influenceurs et les mouvements militants, en se posant la question de quel est le rôle des activistes et des lanceurs d'alerte dans la médiatisation du problème. Par exemple encore, nous travaillons sur la propagation de la désinformation et des croyances alternatives. Alors, comment les fake news sur la fertilité et l'environnement se diffusent-elles sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram? Vous voyez là, on va poser ce webinaire sur YouTube.
Et c'est important que le plus grand nombre ait accès aux informations qu'on va donner. Alors, par exemple, les hashtags comme hashtag perturbateur endocrinien ou hashtag infertilité féminine sur Instagram témoignent, par exemple, d'un activisme croissant des citoyens et de certaines influenceuses qui interpellent les politiques publiques. Un autre élément de l'apport des SIC est la communication en santé et l'empowerment des publics. Alors, c'est important parce que les personnes concernées par l'infertilité liée à l'environnement doivent avoir accès à une information claire et fiable pour agir sur leur santé. Alors, par exemple, en France, l'INSERM a mis en place une communication spécifique sur les risques des toxiques environnementaux pour la fertilité. Mais les SIC, les sciences de l'information et de la communication montrent que ces campagnes restent peu connues du grand public. Et c'est notre rôle de les faire se diffuser. Enfin, des études, je terminerai là-dessus, sur les controverses scientifiques et médiatiques. Alors, c'est important parce que le lien entre pollution et infertilité est un sujet où s'opposent différentes approches scientifiques et politiques. Alors, par exemple, l'affaire du glyphosate a révélé une controverse scientifique où certaines études minimisaient l'impact des pesticides sur la fertilité masculine, tandis que d'autres alertaient sur un effondrement du nombre de spermatozoïdes. Myriam Cohen en a parlé. Alors, c'est ennuyeux parce que dès que c'est diffusé, les, les, les gens qui ne sont pas favorables à ce type de recherche vont s'emparer finalement du moindre élément pour se donner raison de ne pas forcément travailler là-dessus. Donc ça signifie que les sciences de l'infocom sont finalement un levier clé pour comprendre et pour agir et pour prévenir et peut-être in fine pour guérir parfois, le plus souvent, en tout cas on l'espère. Donc, les sites permettent de mieux comprendre comment l'infertilité environnementale est médiatisée, perçue, prise en compte, en analysant la place des médias et des réseaux sociaux dans la sensibilisation et la désinformation, en travaillant sur les stratégies de communication des institutions, des industriels, des ONG, en travaillant sur le rôle des patients et des citoyens dans la co-construction des savoirs, en travaillant sur les conflits et les controverses qui freinent la reconnaissance des risques environnementaux. Notre idée est de savoir comment améliorer la communication autour des liens entre environnement et fertilité pour renforcer la prévention et l'action publique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je conclue sur cet élément. Merci Myriam. Donc, bien, nous allons bientôt atteindre 14 heures. C'est la fin de ce webinaire. Bon, je voulais juste conclure bon, vous avez compris que la prévention en santé environnementale était un enjeu de santé publique, mais en particulier un enjeu de lutte contre l'infertilité. Et vous présenter en deux mots le dispositif que nous avons mis en place avec le laboratoire T3S INSERM UPC du Dr Qual, le laboratoire d'ICEN de Sylvia Limano, la PHP, qui est financé dans le cadre du plan régional de santé environnementale 4, qui est le lab des intrapreneurs soignants, donc qui a créé différents dispositifs. Alors nous travaillons sur la communication préventive qui vise des changements de comportement avec des supports de formation, information entre pairs, puisqu'on ne peut pas former tous nos soignants, donc il faut que les soignants formés puissent en informer les autres dans leur service, et aussi des dispositifs de communication préventive pour les patients. Alors jusqu'alors, nous avons beaucoup travaillé sur la prévention primaire à destination des femmes enceintes et des parents de jeunes enfants sur la période des 1000 premiers jours. Et à présent, nous orientons, voilà, c'est comme vous venez de le voir, sur les pathologies chroniques dont l'infertilité fait partie. Et donc voilà, c'est le début de notre travail sur ces sujets. Et prochainement, nous espérons pouvoir, en juin, probablement début juin, vous proposer un autre webinaire sur les pathologies respiratoires chroniques. Voilà. Donc, si plus personne n'a de message à rajouter, Je voudrais répondre à une question qui est posée, qui est la mise en commun finalement de toute cette information. On est en ce moment en train de construire une plateforme. C'est un travail colossal. On espère qu'elle sera le plus rapidement possible accessible à tous.
et on essaye de réunir le plus d'informations possible venant des agences, effectivement. Bon, peut-être ça répond à Gilles qui a laissé une question, peut-être pas, mais en tout cas, on s'efforce effectivement de réunir le plus d'informations possible en un seul endroit, accessible à tous. Et en sachant que le site du plan régional santé environnementale 4 de l'ARS dispose d'un certain nombre d'informations, ainsi que le site Reprotoxif, qui est un site grand public. Voilà, je vous remercie pour cette participation. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais on vous mettra l'ensemble des liens et des éléments dont on vous a parlé dans cette présentation. Et donc le replay sera disponible avant la fin du mois et sera envoyé à tous les inscrits de ce webinaire, plus de 500 inscrits, donc un webinaire qui a eu un franc succès. Donc et je vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire sur les pathologies respiratoires chroniques. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.